Eh ben, c'est parti. À toi la parole, Vincent. Ok, merci. Donc, comme tu l'as bien précisé, on va voir aujourd'hui les fondamentaux d'Allplan, c'est-à-dire les notions de base à maîtriser pour vraiment utiliser de manière optimale le logiciel. Et on va commencer pour ça par faire un petit tour rapide de l'interface, hein. C'est un peu ce qu'on a sous les yeux toute la journée. Donc, ça me semble important de maîtriser un peu les divers éléments de l'interface. Et pour ça, j'ai pris le soin ici de commencer avec une interface vierge, c'est-à-dire j'ai tout supprimé, ce qui va nous permettre de voir ensemble un petit peu comment, où aller chercher les choses et comment les afficher. Parce que par mégarde, ça peut arriver de venir supprimer des éléments et de ne plus savoir où ils se trouvent. Donc ça peut être important. Donc voilà, la chose qu'on ne pourra pas supprimer dans notre interface, ce sera ce liseré bleu en haut. On peut voir d'ailleurs que je suis sur le plan 2022. Donc toi, Sarah, alors tu parlais de plan 2023, c'est vrai, mais bon, pour les ce fondamentaux, ça va pas vraiment changer, hein, on va rester sur les mêmes éléments. Donc ici, on a tout un tas d'outils déjà. On peut voir qu'on peut se connecter à notre compte Allplan Connect, etc. Et on va voir quelques outils ici, et notamment le dernier qui va nous permettre ici de dérouler notre barre de menu. Notre barre de menu, c'est ça, c'est une barre de menu identique pour tous les logiciels, hein, on va retrouver ça partout. Et via cette barre de menu, on va pouvoir dans Affichage venir afficher notre barre d'outils. Ici dans barre d'outils, on vient lui dire qu'on veut notre action bar. L'action bar, c'est la barre d'outils d'Allplan. Voilà, ça ressemble à ça. Cette barre d'outils, comme tout d'ailleurs dans l'interface d'Allplan, on peut l'ancrer. Là, on voit que c'est une fenêtre flottante. On n'est pas obligé de la laisser en flottante. Évidemment, il suffit de la glisser et de la déposer sur le liseré bleu pour qu'elle vienne se figer à notre interface comme ça. Et après, évidemment, elle est entièrement personnalisable ici dans ce petit onglet. C'est vraiment une barre d'outils, donc une boîte à outils, si vous voulez, si on veut faire le lien avec la réalité. Il va aussi nous manquer des palettes ici. Donc, on va pouvoir, pour ça, aller les chercher. Donc, dans Personnaliser interface utilisateur, on va retrouver ici la possibilité de réafficher nos palettes dans le deuxième onglet ici. Et les palettes, ce sont celles-ci. Donc, il me suffit ici de cocher les palettes qui m'intéressent pour les afficher sur la gauche ici. Voilà, donc on va toutes les mettre, hein, on va pas faire le tri ici. Très bien. Une fois que notre interface, l'organisation de notre interface nous plaît, on a la possibilité de l'enregistrer. On a aussi la possibilité de l'exporter si un jour on change de poste, hein, ou si on fait du télétravail par exemple, et de la réimporter, un peu comme les raccourcis clavier. Donc ces palettes ici, ça se présente sous forme d'onglets, mais on va pouvoir que c'est plus des tiroirs. Moi, j'ai un peu tendance à faire le comparatif avec votre bureau ici. Vous avez votre espace de travail, vous avez votre trousse avec vos crayons, on va dire, et ici vous avez votre tiroir dans lequel vous rangez divers éléments. Donc ces tiroirs, on a la possibilité de les punaiser ici sur notre espace de travail pour vraiment le figer le temps qu'on a l'utilisé. Puis quand on n'a plus besoin, on vient le ranger dans le tiroir, refermer le tiroir et on a un espace plus grand pour travailler. Voilà pour l'interface. Donc je l'ai fait un peu vite, hein, mais grosso modo, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Après, là, on est dans la famille, le module architecture, et dedans, on va retrouver tout un tas d'outils qui sont rangés ici par onglet. Et c'est relativement intuitif, hein, dans le sens où dans l'onglet gros œuvre, on va retrouver tout ce qui sert à édifier le gros œuvre du bâtiment, dans à noter tout ce qui est texte, etc. Donc ça vient assez vite au niveau de la compréhension. Ensuite, on va passer à l'organisation du projet. Donc là, on part sur une feuille vierge, un projet vierge, comme ça on va pouvoir le créer ensemble et voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour ce faire, ici, je viens ouvrir ce qu'on appelle la structure du bâtiment. Donc je vais venir créer littéralement le squelette de mon projet. Sachant que là, je suis sur un projet vierge qui n'a encore rien de créé, il va me proposer au plan une aide, donc un assistant, pour venir m'aider à créer ce squelette. Donc je fais OK et on va voir un petit peu ce qu'il me propose. Ici déjà, il me propose si je veux ou non créer une structure de bâtiment conforme à l'export IFC. On peut voir que si je décoche cette option, j'ai accès à plus de choses que si je la coche. Donc j'ai une restriction quand je coche cette option qui me permettra vraiment d'être sûr que mon projet sera exportable au format IFC. Donc ici, on va vraiment voir sur la droite l'aperçu, hein, de ce qu'on crée en temps réel et voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc la première chose ici, c'est qu'on va cocher ou non des niveaux de structure. Les niveaux de structure, c'est
ce sont des dossiers, c'est une hiérarchie de dossiers, d'accord, et qui ont des noms, mais ces noms, il ne faut pas s'arrêter aux noms, c'est pas parce que on vient chercher un niveau de structure bâtiment qui servira seulement à faire le bâtiment. C'est vraiment histoire d'identifier ces hiérarchies de dossiers, d'accord. Nous, là, on va faire pour l'exemple un projet très simple, ce sera une maison plein pied, d'accord. Donc, on va répondre aux questions un petit peu logiquement, c'est-à-dire, je veux ici un bâtiment, d'accord. Si j'en mets deux, il manquerait des nouveaux ici. Moi, j'en veux qu'un. Le nombre d'étages, il faut comprendre ici le nombre de niveaux, c'est-à-dire pour une maison plein pied avec un vide sanitaire, on va avoir ici 3 niveaux, hein, c'est-à-dire on va renommer ici les choses après, hein, bien sûr. Ici, dans le bâtiment, on va avoir les semelles, comment dire, pardon, hop, ça va être plutôt 2 niveaux, pardon. On va avoir ici les fondations et le rez-de-chaussée, ok. Voilà pour la structure de bâtiment qu'on viendra étoffer par la suite manuellement. Là, c'est vraiment une aide au démarrage. Ensuite, on va avoir une partie information dérivée. Donc, c'est un petit peu la partie BIM du logiciel, c'est-à-dire que quand on va venir modéliser notre maquette, on aura la possibilité de venir créer des vues, c'est-à-dire des façades, une vue du plan de toiture, par exemple, automatique. On pourra automatiser ces vues, c'est-à-dire ce sont des vues projetées de la maquette. On pourra faire la même chose avec les coupes et des rapports. Donc, les rapports, ce sont des feuilles dans lesquelles on va venir exporter des informations de la maquette. Donc, par exemple, les vues, on veut 4 façades, on veut un plan de masse, par exemple. Par plan de masse, j'entends ici une vue du dessus, un plan de toiture. Coupe, on en veut 2, sachant qu'il n'y a rien de définitif, on pourra venir en rajouter, en supprimer par la suite. Donc, on va commencer avec ça. Et ensuite, on va parler ici de la notion de calque. Alors, pour l'instant, je ne vais pas lui demander de m'assigner le calque, je vais le faire manuellement, ça me permettra d'être plus clair dans mon explication. Pardon. Voilà, ici, ça me convient, je peux faire OK, et il va du coup m'ouvrir cette structure de bâtiment. OK. Donc ici, sur la gauche, je vais avoir tout ce qui est relatif à la maquette. Hein. Je peux développer toutes mes entrées ici, et je vais retrouver ici, alors pour l'instant, j'ai pas grand-chose, hein, on va venir étoffer un petit peu ça. Et sur la droite, on va avoir les informations dérivées, c'est-à-dire les façades, les coupes, etc. Donc, dans un premier temps, la première chose à faire ici, c'est de venir rajouter des niveaux de structure, parce que dans mon projet, je ne vais pas seulement faire le bâtiment, je vais aussi avoir mes imports, je vais avoir mon terrain, etc. Donc, on va retrouver ici plusieurs outils relatifs sur la gauche à ma structure de bâtiment, et on va avoir les mêmes outils sur la droite relatifs aux informations dérivées. Donc, la première chose à faire, moi, c'est que je vais vouloir rajouter des niveaux de structure. Donc, j'ai deux possibilités. La première ici, c'est de venir cocher cette option, et il va m'ouvrir ici les différents niveaux de structure qu'on a vus précédemment avec leur hiérarchie ici. Et je vais choisir lequel je veux. Moi, par exemple, je veux rajouter 2 niveaux de structure bâtiment dans mon projet. Donc, je vais aller le chercher ici et faire un glisser-déposer de ce niveau de structure pour le poser. Alors, on voit que je n'ai pas la possibilité de le mettre dans un niveau de structure qui est une hiérarchie inférieure à celui-ci. Donc, je vais devoir le mettre ici dans mon projet. Et je vais en mettre ici un deuxième. D'accord? On a la possibilité de le faire avec un clic droit ici. Hein, insérer un niveau de structure, on va retrouver un peu la même chose. Donc, on a les deux possibilités. Ensuite, première chose à faire, alors je vais rajouter encore un niveau de structure, on verra par la suite pourquoi je fais ça. On l'appellera ici, alors ce sera le niveau de structure propriété, on verra pourquoi. Moi, ce que je veux ici, c'est mettre l'intégralité de ces 3 niveaux de structure à l'intérieur de celui-ci. Donc, on a la possibilité de manipuler tout ça. Rien n'est figé. Il faut savoir juste où aller chercher les choses. Donc, avec le clic droit, on a la possibilité de faire beaucoup de choses dans le plan. Et ici, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire avec couper. On va demander ici de couper. On peut même faire Shift et aller sélectionner, enfin CTRL, pardon, et aller sélectionner nos 3 niveaux de structure. Faire un clic droit, lui demander de les couper. Faire un clic droit dans le niveau de structure supérieur, ici, et demander de coller sous. Voilà. Maintenant, j'ai bien tout mon projet qui est dans un niveau de structure. Bon, c'est pas encore très clair. Pourquoi? Parce que j'ai pas renommé les choses. Donc moi, je vais vouloir renommer les choses par rapport à ce que je veux moi pour mon projet, c'est-à-dire le niveau structure principal ici. Je veux que ce soit le projet en cours, c'est-à-dire que l'intégralité de mon projet. Alors pardon, j'écris avec T majuscule. L'intégralité ici de mon projet sera dans un dossier. Vous pouvez identifier ça un dossier papier dans lequel on range les éléments. Okay, projet en cours, entre parenthèses, on va commencer ici par l'APS numéro 1, par exemple. Okay. Celui-ci, on va le renommer aussi, et on va mettre à l'intérieur de ce dossier, du coup, tout ce qui sera relatif
aux imports. Hein, import DWG, import PDF, etc. Celui-ci, tout ce qui sera relatif à mon terrain, d'accord? Et enfin, ici, ce sera bien mon bâtiment. On peut l'appeler maison ou bâtiment, ici, peu importe. On a dit que sur notre maison plein pied, ici, on allait travailler avec un vide sanitaire. Donc, on peut faire ça de manière un peu plus générique, c'est-à-dire on va parler des fondations, hein, qui comprendra les semelles et les murs de soubassement. Et ici, le rez-de-chaussée. Alors, on peut laisser rez-de-chaussée, on peut mettre aussi RDC, peu importe ici. Ça, c'est vraiment quelque chose de visuel qui doit être visuel pour vous, en tout cas. OK, on a bien ici tout mon projet qui est dans un seul dossier, le projet en cours, ce qui me permettra par la suite de faire des sauvegardes de cet avant-projet et de passer par exemple au permis de construire, etc. Et d'avoir l'historique de mon projet, de l'APS à l'exé, au sein même d'un même projet. Et ça, c'est très important et c'est une des qualités de la structure du bâtiment ici. Bon, pour l'instant, j'ai juste des dossiers, mais j'ai rien dedans. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assigner des calques, c'est ranger des calques à l'intérieur de ces dossiers. Donc les calques, c'est quoi? C'est vraiment littéralement des feuilles de papier calque numériques sur lesquelles on va venir dessiner, modéliser notre projet. Alors je dis modéliser parce que effectivement, c'est un logiciel 3D, donc on ne va pas se contenter de dessiner des lignes. On peut le faire, mais on peut aussi modéliser sur des feuilles de papier calque. Donc, ce seront des feuilles de papier calque 3D sur lesquelles on viendra gérer des hauteurs inférieures et supérieures. Donc ça, on verra ça par la suite. Donc première chose ici, je vais vouloir ranger mes calques. Pour ça, je vais ouvrir, toujours dans les outils propres à la structure du bâtiment, ici la base des calques dans le plan. Et on peut se rendre compte qu'ils sont numérotés. Hein. Ça, c'est tous les calques disponibles dans le plan. Si je vais tout au fond, ici, on peut voir que j'en ai 9999. On ne voit pas le dernier, mais il est bien là. Okay, donc ça m'en fait beaucoup et en même temps, ça m'en fait. J'en ai pas trop, quoi. Pourquoi? Parce que je vais me servir de ces numérotations de calques, pardon, pour m'organiser et pour créer ici mon historique de projet, de phase de projet. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est garder une certaine logique dans cette numérotation. Par exemple, pour le dossier numéro 1, le dossier import ici, je vais me réserver les 10 premiers calques, même si je n'en utilise que 3. Rien ne me dit qu'en cours de projet, j'aurai pas d'autres imports à arriver. Et ainsi de suite. Alors, si 10 calques c'est trop juste, vous faites 20, etc., etc. Mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ce qu'on ne veut pas, c'est se garder les 3 calques pour le premier et passer directement au 4 pour le deuxième, et puis en cours de projet, devoir mettre le numéro 3000 à la suite du numéro 3. Au niveau de la logique, ce serait pas terrible. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va, par exemple, pour les imports, faire 3 imports. On va pas tous les faire, mais on va pas les faire, mais je veux dire, dans la logique, c'est ça. On va faire, par exemple, un import d'image, un import PDF, un import DWG. Donc, on va ici, en appuyant sur la touche contrôle, faire un glisser-déposer, tout simplement, de ces 3 premiers calques dans mon dossier import. OK. Pour le terrain, on va aller du coup passer directement au calque numéro 11 et on va mettre un seul pour commencer. Dans le bâtiment, on va vouloir isoler nos tracés de coupe sur un calque, donc on va le mettre ici en premier lieu. Donc on va le faire le numéro 21 ici, on va glisser directement dans le niveau structure du bâtiment. Et les fondations, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles se divisaient en 2 éléments, les semelles filantes et les murs de soubassement dans le cas d'un vide sanitaire. Et pour ça, je vais passer directement 31 et 32. Je fais un glisser-déposer. On a aussi la possibilité de le faire différemment. Pour le rez-de-chaussée, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un clic droit sur le niveau structure concerné et je vais demander au logiciel d'assigner des calques. À ce moment-là, je vais pouvoir taper les numéros directement des calques qui m'intéressent. Ici, par exemple, je veux le numéro 41, tiré du 6, 42. D'accord? Et à ce moment-là, il va m'assigner ces calques-là. Les calques ici, c'est comme niveau structure. Chose importante, je vous déconseille de mettre des calques sans les nommer parce qu'on ne sait plus pourquoi on a mis ça, à quoi ça correspond. Donc, si vous n'utilisez pas ces calques, vous les retirez ici. Vous annulez l'assignation, ça ne les supprime pas, ça les remet ici. Alors, il vous met un message pour que vous puissiez confirmer. Ça les remet ici dans notre base de calque. Donc, s'il n'y a rien n'est supprimé et l'intérieur du calque n'est pas supprimé non plus. OK, donc ici, on va en avoir besoin. OK, il se met automatiquement à la suite du numéro 2. Il garde cette logique lui-même. Et après, on vient les renommer. Donc ici, on a dit qu'on voulait, donc pour renommer, soit vous cliquez une fois sur le calque et après une fois sur sa droite ici. D'accord? Ou alors vous faites un clic droit renommer.
clic droit, renommer. OK. Donc celui-ci, on a dit que c'était pour tout ce qui était import d'images. OK. Celui-ci, c'était pour tout ce qui était PDF, etc. Je ne vais pas tous les faire. On va basculer après sur un projet, ce même projet, mais à un stade plus avancé. On va tricher un petit peu pour juste voir les éléments sans pour autant tout créer. Ce serait un petit peu long. OK, ensuite, ici, on va voir qu'on a deux onglets. On est, comme on l'a vu sur la structure du bâtiment, mais on voit ici qu'on a un onglet qui s'appelle structure de portfolio. Pourquoi? Parce que historiquement, on n'avait que la structure de portfolio. Et depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, on a la structure de bâtiment, qui est une organisation beaucoup plus pointue, qui nous permet notamment de faire ce qu'on a dit, c'est-à-dire gérer tout l'historique de notre phasage de projet, de modéliser plusieurs bâtiments sur un seul et même projet, et aussi de générer automatiquement ici toutes nos informations dérivées. Hein, donc vraiment automatiquement, c'est-à-dire que on va travailler avec ce qu'on appelle un gabarit de travail, un projet modèle dans lequel les liaisons entre ces vues-là et ma maquette seront déjà créées. Chose qu'on ne pouvait pas faire ici avec la structure de portfolio. En gros, la structure de portfolio, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, comme son nom l'indique, on va ici créer des dossiers, donc des portfolios, qu'on va nommer. Donc par exemple ici, le portfolio avant-projet, dans lequel on va venir ranger ici des calques. D'accord? Donc le principe est relativement le même, sauf que on ne pourra pas ici créer de liaison avec d'éventuelles coupes et façades. On ne pourra pas réellement phaser notre projet parce que ces calques-là, je peux très bien les ranger aussi bien dans celui-ci que dans celui de l'exé, par exemple. Donc c'est vraiment histoire de s'organiser de manière, on va dire, sommaire. Alors, c'est pas pour autant que c'est pas bien, mais il faut savoir que ça nous impose certaines limites dans l'automatisation des choses et donc dans le travail du BIM du logiciel. Donc on va pas trop s'éterniser sur la portfolio parce que c'est quand même une technique qui est un petit peu ancienne et puis on va plutôt se concentrer sur cette façon de travailler qui est un petit peu plus aboutie. OK, donc ensuite là, voilà, on paramètre ici vraiment l'organisation de notre projet et une fois que c'est fait, il va falloir, du moins pour la maquette, paramétrer des hauteurs. Paramétrer des hauteurs, c'est-à-dire un bord inférieur et un bord supérieur par calque et par niveau structure. Donc, je m'explique. Ici, pour l'instant, on n'a rien de créé. Donc, on va le faire pour ça via cet onglet qui va nous permettre de gérer nos plans de référence. Donc, les hauteurs dans le plan s'appellent des plans de référence. Il y a des petits termes clés comme ça qui peuvent sembler un petit peu contre-intuitifs au début parce que c'est pas forcément un langage qu'on utilise tous les jours, mais qui sont très récurrents dans le logiciel et c'est bien de les connaître pour facilement retrouver les éléments. Donc ici, je clique sur cet onglet et il m'ouvre le gestionnaire de plan de référence. On voit ici qu'il m'a créé automatiquement un modèle qu'on va pouvoir recréer ici, par exemple, maison plein pied. Okay. Et dans ce modèle, on va retrouver des bords inférieurs et supérieurs à mes niveaux structure et à mes calques automatiquement par rapport à ce que moi j'ai créé. C'est-à-dire que là, je vais avoir ma maison plein pied qui va être décomposée. Ici, de manière interactive, on va avoir une coupe de principe qui va se régler en même temps qu'on va venir régler nos hauteurs. Donc, pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne ce gestionnaire, ce qui n'est pas forcément évident, je le conçois au début, je vous ai fait ici des petites choses supplémentaires. Donc, je vous ai fait comment dire, des images. Voilà, je vais y arriver. Donc, par exemple, ça, c'est ce qu'on a ici. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord créer une coupe de principe, même à la main, hein, rien ne vous empêche de le dessiner à la main, pour venir ici vraiment décomposer votre bâtiment. Et dans le plan, pour les hauteurs, on va parler par niveau. Par niveau, c'est-à-dire, donc là on a qu'un rez-de-chaussée, mais si j'avais un étage, ça aurait été la même chose, dupliqué sur un niveau supplémentaire. Et on va vraiment gérer ici un bord inférieur et un bord supérieur par niveau. Les fondations, elles, sont séparées en deux niveaux. On va avoir d'abord les semelles et ensuite les murs de soubassement. Pour ce qui est des dalles, les dalles vont être comprises automatiquement entre deux niveaux ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement gérer la hauteur d'une dalle, on va plutôt, enfin le logiciel va déduire sa hauteur par rapport ici à nos hauteurs de niveau. Ok, donc on a plusieurs façons, plusieurs possibilités de paramétrer
de paramétrer ces structures de bâtiment, ces hauteurs. Ici, j'ai choisi de parler en brut sur la gauche, c'est-à-dire que je vais vraiment parler en maçonnerie, hein, les semelles, les murs de soubassement. Ici, je vais avoir ma dalle, hein, comprise entre mes deux niveaux, vide sanitaire et rez-de-chaussée. Et mon rez-de-chaussée part du dessus de la dalle brute jusqu'à mon arase supérieure. Okay, j'ai fait aussi une petite coupe 3D pour que ce soit un peu plus parlant. Donc, on va voir la même chose ici, hein. Mes semelles qui vont comprendre vraiment mes semelles filantes, mes soubassements pour mes murs de soubassement. On voit que ma dalle, elle, n'est pas comprise réellement dans un intervalle. Ici, elle va être entre deux niveaux. Et le rez-de-chaussée, ici, on va parler en brut. Okay, par la suite, on va pouvoir rajouter des hauteurs. On verra ça un petit peu après. Donc, une fois que vous avez réalisé cette coupe de principe, même à la main, hein, vous viendrez reporter vos cotes ici, vos altimétries, tout simplement, sur le gestionnaire de plan de référence. Par exemple, ici, on va faire le rez-de-chaussée pour l'exemple. Mon rez-de-chaussée, je vois ici qu'il va de moins 13 cm, hein, on comprend la réservation, sachant que le sol fini est à 0, jusqu'à 2,85 qui sera son arase supérieure. Donc, pour ce faire, je viens ici, et je peux déjà, dans un premier temps, renommer les choses. Le niveau inférieur, ici, je peux le renommer pour que ce soit un peu plus visuel, et je peux dire que c'est le dessus de ma dalle brute, ou ma dalle brute, tout simplement. Je peux marquer tout simplement dalle brute. Faites vraiment quelque chose de visuel avec vos termes. Et ici, le bord supérieur, ça va être mon arase supérieure, tout simplement. Voilà. Une fois que c'est renommé, je fais pareil pour tous les niveaux. Après, c'est pareil, hein, on va faire juste le rez-de-chaussée ici, et on basculera sur un projet où tout est réalisé. Je viens modifier les altimétries. Ma dalle brute n'est pas à 0, on est d'accord, elle est à moins 13 cm. D'accord. À ce moment-là, quand je valide, il va me proposer ici une petite aide, c'est-à-dire est-ce que je veux déplacer ou conserver les hauteurs selon la différence que j'ai renseignée ici. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce petit outil, vous pouvez mettre conserver partout, comme ça, c'est juste que vous ferez les choses manuellement de A à Z. Et vous ne perdrez pas forcément du temps pour autant. OK, et ici, le bord supérieur, c'est 2,85. Je mets conserver. Là, j'ai pas le choix de déplacer au-dessus. C'est normal, je suis le niveau le plus haut. Donc, je fais OK. Voilà, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous pouvez évidemment créer plusieurs modèles. Vous pouvez rajouter des hauteurs de niveau si vous voulez. Je valide avec OK. D'accord. Pour l'instant, c'est deux choses séparées. J'ai d'un côté ma structure de bâtiment, d'un autre ici mon gestionnaire de plan de référence. C'est un modèle comme c'était écrit ici. Et donc, il va falloir que je relie les deux manuellement. Alors, c'est à faire une fois dans un gabarit. Après, vous ne faites pas ça au quotidien, évidemment. Donc ici, on a fait le rez-de-chaussée, donc on va directement s'intéresser au rez-de-chaussée, et on va affecter ces hauteurs à mon niveau structure et à mes calques du rez-de-chaussée. Donc pour ça, je fais un clic droit sur le niveau structure en premier, et je viens lui demander ici d'affecter des plans. Comprenez par là, affecter des plans de référence à mon niveau structure. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'ouvrir automatiquement ce que je viens de créer, et on peut voir que d'ailleurs, il reconnaît ce niveau structure comme étant celui-ci. Donc, il vient me cocher un bord inférieur et un bord supérieur pour ce niveau structure. Quand je valide avec OK, il me propose encore une fois une aide pour aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire est-ce que je veux transférer ces informations, ces hauteurs, à tous les calques présents dans ce niveau structure. Sachant qu'ici, on aura la dalle. Alors, j'ai pas renseigné, hein, mais on aura ici la dalle et ici les murs d'élévation. On peut on peut transférer ces informations et venir forcer les hauteurs ici de la dalle. Donc, je vais d'abord la nommer, hein. Ici, on est bien sur la dalle du rez-de-chaussée, d'accord? Et ici, on est bien sur les murs d'élévation. Toc, élévation. Donc, pour l'élévation, on peut aller vérifier, hein, affecter des plans, il m'a bien repris ici, il m'a repris le rez-de-chaussée, OK. Mais donc vous faites OK. Et ensuite, pour la dalle du rez-de-chaussée, il va falloir forcer ces hauteurs. Donc, on est d'accord que la dalle du rez-de-chaussée n'a pas ces valeurs-là. Elle va partir du dessus de mes fondations jusque ce que je vous expliquais, hein, la dalle est comprise entre deux niveaux. Donc, on vient chercher le bord supérieur du niveau inférieur et le bord inférieur du niveau dans lequel on se trouve. Et on valide avec OK. D'accord? Et comment on peut lire ici que les choses sont correctes? Il faut d'abord lire ici, sur cette petite case, les bords inférieurs et supérieurs du niveau structure. Donc mon rez-de-chaussée va bien de moins 13 cm à 2,85 m. OK. Le fait qu'ici je n'ai rien de renseigné pour mon élévation ne veut pas dire que je n'ai pas de hauteur, ça veut dire qu'il reprend automatiquement les hauteurs du niveau. D'accord?
Quand j'ai rien de renseigné au niveau des hauteurs, ce qui est le cas par exemple pour mes calques d'import, j'ai un tiret ici. Et ça veut dire que j'ai pas d'hauteur d'affecter à mon niveau. Donc ça tombe bien ici, ce sera de la 2D. Pour l'élévation ici, pardon, pour la dalle ici, on voit que j'ai une valeur qui est en bleu. Le fait qu'elle soit en bleu veut dire que j'ai forcé cette hauteur. D'accord? Donc ma dalle du rez-de-chaussée ne reprend pas ces hauteurs-là, mais sont forcées de moins 20 cm à moins 13 cm. Moins 20, c'est pas une valeur exacte, c'est parce que j'ai pas fait l'intégralité de mon plan de gestion, de mes plans de référence ici. Ok, donc pour un peu plus de compréhension, on va maintenant basculer sur un projet, ce même projet, mais à un stade plus avancé. Donc on retrouve ici ma même logique, hein, c'est-à-dire avec des calques, un peu plus de calques, hein, parce que le projet est avancé, d'accord? Mais c'est la même logique. Ici, je vais avoir mon rez-de-chaussée avec ma dalle, mon élévation et des éléments supplémentaires que j'ai rajoutés par la suite. Okay, on va retrouver ici du coup les bonnes hauteurs et on peut aller voir ce que j'ai paramétré en plus au niveau des hauteurs. Okay, donc on a bien ici mon rez-de-chaussée avec son bord inférieur, son bord supérieur, ça on l'a fait ensemble, et ici je l'avais fait pour tous les éléments. On peut retrouver ici deux valeurs supplémentaires. Ces valeurs supplémentaires, c'est ce qu'on appelle des plans d'espacement. Étant donné que c'est une option qui existe depuis moins longtemps que le gestionnaire de plan de référence, hein, c'est un peu plus récent, on va pas le paramétrer directement depuis ce gestionnaire. Il va falloir le faire sur les palettes. On les a vues au début, là. On va aller voir un petit peu comment ça se fait. Puis on va en créer une ensemble. Donc, vous pouvez très bien faire comme ça, c'est-à-dire créer ici les hauteurs brutes et en plan d'espacement, rajouter les niveaux finis, par exemple le sol fini du rez-de-chaussée et la hauteur sous plafond. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter un. On va rajouter, par exemple, la hauteur sous linteau ici. D'accord? Et on va faire ça ensemble pour voir un petit peu comment ça se fait et comment et quel intérêt on a à faire ça. Ok, donc en gros là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un calque, peu importe lequel, donc on va aller sur le rez-de-chaussée ici, qui est déjà modélisé. Déjà, on peut voir ici que je suis que sur la vue en plan, hein, mais du coup, je vois que les choses en 2D, sachant que c'est de la 3D. Pour plus de confort, on a la possibilité ici d'avoir un multi-fenêtrage, donc de visualiser aussi bien ma vue en plan, ma vue en 2D, que ma maquette numérique, le tout étant interactif, hein, bien sûr. Et ici, une troisième vue, là en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une vue filaire, c'est-à-dire vraiment une sorte de coupe un petit peu qu'on peut bouger au niveau de l'orientation comme ça, vraiment comme on veut, quoi. Donc on a vraiment la main sur notre maquette sur plusieurs fenêtres. On peut se mettre ici par exemple en mode face cachée, on verra vraiment ce à quoi ressemblera notre future façade. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est dans nos palettes, donc ça peut se bouger évidemment, dans nos palettes, donc nos palettes, vous vous souvenez, c'est ça, hein, c'est nos tiroirs ici, on va retrouver une palette où sont renseignés nos plans de référence. Donc je vais la punaiser ici sur mon espace de dessin. On va retrouver la même chose qu'on avait dans notre gestionnaire de plans de référence, hein, donc ici mes bords inférieurs et supérieurs de niveau, et ici deux plans d'espacement qui ont été rajoutés par la suite. Moi, ce que je vais vouloir faire ici, c'est rajouter une référence de hauteur, c'est-à-dire ma hauteur sous linteau. Pour ce faire, je vais le faire directement sur cette palette. Donc on peut voir que je peux rien faire ici. Je peux rien faire, c'est verrouillé. Pourquoi c'est verrouillé? Pour éviter justement par mégarde de venir faire une bêtise, pour être un petit peu embêtant. Donc la première chose à faire, c'est de venir ici désactiver le petit cadenas. Ok? À ce moment-là, on va même pouvoir ici symboliser nos plans de référence sur la maquette, ce qui rend la chose un petit peu plus compréhensive et visuelle. D'accord? Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter un plan d'espacement dans le niveau du rez-de-chaussée. Pour ce faire, je fais un clic droit sur le niveau concerné, ici, et je viens, alors c'est pareil, hein, quand je parlais des termes qui ne sont peut-être pas intuitifs de prime abord, c'est peut-être le cas de celui-ci. Là, je viens lui demander de coller le plan d'espacement. Comprenez par là, je viens insérer un plan de hauteur supplémentaire. Et à ce moment-là, il va me poser la question, une série de questions pour renseigner cette hauteur. Donc, première chose, c'est donner un nom à cette hauteur. Je veux ici ma hauteur sous linteau. D'accord? Je veux qu'elle s'appelle hauteur sous linteau, cette référence de hauteur. Son espacement par rapport au bord inférieur, c'est-à-dire moins 13, sera, et là j'ai la possibilité, si j'ai pas envie de faire des calculs mentaux, de marquer, de faire une addition sur mon clavier directement. Je veux 13 cm plus 2,15 m. D'accord? Moi je parle en centimètres, c'est pour ça que ça peut un peu
faire bizarre pour ceux qui ne sont pas habitués. Je valide avec entrée et il me met ici 2,28 m. OK, donc je peux vérifier, si je suis pas sûr de mon coup, il suffit que je fasse OK pour valider ça. Donc bien dire que cet espacement de 2,28 m est par rapport au bord inférieur du rez-de-chaussée. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, du rez-de-chaussée parce que c'est dessus que j'ai fait le clic droit, mais pas marqué par rapport au bord supérieur. Ça n'aurait pas de sens. OK. Donc de toute façon, je vais pouvoir vérifier ça en validant avec OK. Ici, il me l'a bien rajouté et j'ai eu beau marquer 2,28 m par rapport à la dalle brute, il m'a bien, lui, compris que j'avais, par rapport au zéro du sol fini, une valeur de 2,15 m. Pensez, une fois que vous avez rajouté ces plans d'espacement, à venir appliquer, fermez pas cette interface tout de suite, venir appliquer ici mes hauteurs automatiquement. Et après, vous pouvez faire échappe. Donc, on va aller ici changer le paramétrage de hauteur de ma porte d'entrée pour utiliser ce nouveau plan de référence et vérifier comment ça fonctionne. Donc, pour ça, vous faites un double clic sur la baie de porte ici et vous rentrez dans les options de votre menuiserie. Ici, on a la possibilité de changer un certain nombre de choses comme la largeur de l'ouverture et ici, ne jamais changer la hauteur de l'ouverture directement comme ça. On va ouvrir le gestionnaire de hauteur qui ressemble à ça. Donc là, moi, j'ai paramétré par rapport à une valeur absolue, c'est-à-dire par rapport au zéro du sol fini. Et maintenant, je vais changer un peu cette façon de faire. Je vais lui dire que le bord supérieur de ma menuiserie sera rattaché à la valeur du dessus, c'est-à-dire celle-ci, qui sera ma nouvelle référence de hauteur, c'est-à-dire ma hauteur sous linteau. C'est-à-dire que le bord supérieur de ma porte d'entrée sera bien rattaché à ma hauteur sous linteau, avec un espacement de 0. Ici, je ne veux pas d'espacement, du coup, c'est ça l'intérêt. Et son bord inférieur, elle, soit je peux le laisser comme ça, soit je peux lui dire que son bord inférieur, donc je viens chercher cette valeur-là avec cette petite onglet, et cette valeur-là avec celui-ci. Je viens chercher ici, non pas la dalle brute, mais le sol fini du rez-de-chaussée. OK. J'ai ici, de manière interactive, un petit schéma qui explique ce que je suis en train de faire. Donc ça me permet de vérifier. Et de toute façon, en validant ça avec OK, je peux vérifier ici que ma hauteur est bien de 2,15 m. Et encore une fois, en validant, je vérifie sur ma 3D. Là, il calcule. Je vérifie sur ma 3D que agrandir en double-cliquant ici, hein, je peux vérifier sur ma 3D que mon linteau est bien aligné avec mes deux menuiseries ici. Donc, j'ai bien paramétré ma hauteur. OK, donc voilà pour la notion de hauteur. Donc, c'est un petit peu synthétisé ici, effectivement, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans le plan, c'est que c'est un logiciel. On va parler vraiment en 3D, donc il faut vraiment maîtriser ces histoires de plan de référence. Donc, retenez bien, plan de référence, c'est pour gérer les hauteurs dans le plan. Ensuite, on va parler, donc on a parlé des calques tout à l'heure. Le calque, c'est par exemple ici mon élévation du rez-de-chaussée. J'ai dessiné sur le calque ici, qu'on va retrouver dans la structure de bâtiment, élévation du rez-de-chaussée, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une feuille de papier calque. Mais au sein même de cette feuille de papier calque, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle des layers, hein. Et les layers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des couches de dessin dans lesquelles je vais pouvoir ranger mes éléments pour pouvoir interagir dessus, pardon, de manière individuelle. C'est-à-dire, et on peut le faire de manière assez logique. C'est-à-dire, par exemple, ici, si je laisse ma souris au-dessus de cette ligne qui représente un meuble de cuisine, on peut voir que je l'ai rangé, hein, juste en dessous, on peut voir dans le layer mobilier. D'accord? On va ensemble paramétrer, ranger des choses dans le bon layer et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, par exemple, mes cotes, c'est pareil, mes cotes intérieures, si je laisse ma souris dessus, je les ai rangées dans le layer, donc dans la couche de dessin, cotation générale. Okay. Nos layers, pour que ce soit plus clair, on peut les retrouver aussi via les palettes ici. J'ai une palette layer, d'accord? Je vais venir la punaiser et travailler un peu dessus. Donc, au début, on peut se dire, oh là là, il y en a trop, là, je comprends plus rien. Il y a là la hiérarchie totale des layers, c'est-à-dire que tous les layers de le plan sont rangés ici. Moi, pour plus de clarté, c'est pas ce que je veux. Je veux ici qu'il me montre seulement les layers que j'utilise dans mon calque. Donc, je vais faire un clic droit dans cette palette, hein, faire une fois, après ça reste. Et on peut voir ici qu'il y a la hiérarchie totale. Pardon. Je vais lui demander de m'afficher seulement les layers du calque. Et c'est déjà beaucoup plus clair. D'accord? Ici, on va voir que pour mes cotes extérieures, je ne les ai pas rangées dans le bon layer. Je les ai mises dans le layer standard, qui est donc celui-ci, qui est le layer dans le plan, donc comme son indique standard, et sur lequel on ne peut pas interagir, on ne peut rien faire avec ce layer. Donc ça ne m'intéresse pas, moi en l'occurrence, ce que je veux, c'est travailler avec les layers, et donc je vais pouvoir ranger ici, du coup, mes cotes très rapidement dans le bon layer. Pour ça, je vais utiliser cette fonction qui s'appelle modifier les propriétés de format.
Je viens ici lui demander de modifier cette option-là, donc les layers, et je viens choisir le layer dans lequel je veux ranger mes nouveaux éléments. J'ai une petite loupe ici qui me permet d'aller plus vite et je vais ranger ici dans le layer propre aux cotations. Donc je tape cotation. Alors si j'écris mieux, ça marche aussi. OK. Et je fais suivant. OK. Je retrouve ici le layer qui m'intéresse. Donc je double-clique sur ce layer. Il le reconnaît bien ici. Et ensuite, en validant avec OK, je vais aller voir ma fenêtre, ma ligne de dialogue ici. Il va me demander de sélectionner les éléments à modifier. Donc petite astuce ici, moi je veux sélectionner l'intégralité de mes cotes. Si je fais un clic droit ici dans le vide avant d'aller sélectionner mes cotes, on peut voir que ça active la multi-sélection. J'ai un petit symbole somme au bout de ma souris, ce qui me permet de lâcher mon clavier, de venir sélectionner un à un les éléments à ranger dans le layer cotation générale ici, et assez rapidement. Je valide avec un clic droit, une fois que j'ai sélectionné tout ce qui m'intéressait, d'accord. Et on peut voir maintenant, si je repasse ma souris sur mes cotes, qu'elles sont rangées dans le bon layer. Alors quel effet ça a? Ben, ici, je vais pouvoir, par exemple, ponctuellement masquer ici mon layer cote, donc tout simplement en venant décocher cette petite case jaune, et on peut voir qu'il va venir me masquer mes cotes. Là, par exemple, j'ai modélisé mon toit, mais j'aimerais bien voir à l'intérieur de ma maquette ma distribution, et là, on est d'accord que je ne peux pas le faire. Donc, pour éviter d'avoir à créer plein de calques et venir séparer les éléments un petit peu trop de manière compliquée, je vais préférer ici venir masquer ponctuellement, ça ne supprime pas, ça masque juste la visibilité de mes layers couverture ici. Et je vais retrouver l'intérieur de ma maison. Je vais pouvoir travailler de manière un petit peu plus, enfin, plus facilement, quoi. OK. Une fois que j'ai fini, je peux les rafficher, etc. Donc là, c'est pareil, hein, je vous explique ça de manière un peu succincte, mais ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est créer, automatiser cette visibilité de layer, et notamment pour les mises en page. Par exemple, là, on peut voir que j'ai coté l'intégralité de ma maison, mais pour un avant-projet, on n'a pas forcément envie de fournir les plans avec l'intégralité des cotes. Pour autant, moi, pour ma conception, je trouve ça quand même plus pratique de venir coter les éléments, ça me permet de mieux me projeter. Donc, je vais venir créer ce qu'on appelle ici un jeu d'impression, c'est-à-dire automatiser en mise en page la visibilité des layers en fonction de la phase du projet dans laquelle je me trouve. Pour ça, je fais un double clic droit ici dans mon espace de dessin, d'accord. On va retrouver ici, c'est ici qu'on va venir paramétrer un peu ces layers. On peut notamment ici venir en renommer, etc. On peut vraiment ici refaire une liste de layers plus personnelle, personnalisée. Okay. Ici, je vais par exemple créer un jeu d'impression. D'accord. Un jeu d'impression, pour l'instant, j'en ai pas de créé, donc je vais lui demander de m'en définir un, d'accord, d'en faire un nouveau et que je vais appeler ici APS, par exemple. OK. Je valide avec OK et je vais dans ce nouveau jeu d'impression qui sera propre à l'APS. Je vais retrouver ici mes layers de mon calque rez-de-chaussée et je vais gérer, donc on a ici une petite légende qui dit en gris, le layer sera visible, en blanc, le layer sera masqué. Moi, là, ce que je veux, c'est automatiser le masquage du layer cotation, par exemple. On peut en faire plus, évidemment, si on veut. Pensez à faire appliquer ici, et quand on passera aux mises en page après, on verra qu'on pourra l'utiliser. C'est tout bête. On peut en faire autant qu'on veut. Je peux en faire un nouveau, hein. Je peux faire par exemple la même chose pour l'exé ici. Je vais faire un jeu d'impression pour mon exé, OK, OK, dans lequel je vais venir masquer le mobilier, par exemple. Ça ne m'intéresse pas de voir le mobilier dans cette phase de projet. Qu'est-ce que je pourrais masquer d'autre? Bon, les sanitaires, on va les garder, mais pour l'exemple, on va le supprimer aussi. Donc, on va le masquer, on va pas le supprimer, et on va faire appliquer aussi. Okay, et puis, on ira voir ça un petit peu après, voir un petit peu comment ça se manipule. C'était pas dans le programme, mais je pense que c'est aussi important d'en parler au niveau des fondamentaux. Donc, des notions de base à connaître dans le plan, ce sont les attributs. Les attributs, quand on commence dans le plan, on n'est pas forcément à l'aise avec ça parce que ça fait une autre chose à savoir. Pour autant, c'est très important. Les attributs, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une étiquette qu'on va venir coller sur un élément 2D ou 3D qu'on va venir dessiner ou modéliser. D'accord? Donc, l'attribut, c'est ça. Vous voyez, c'est l'icône d'ailleurs, c'est une étiquette. Hein, j'aime bien faire le comparatif, mais comment le conducteur de travaux sait que sur le chantier, ce sont bien
ourdis UP27 qui ont été livrés et pas des UP19, ou plutôt dans l'autre sens, parce qu'il y a une étiquette sur la palette qui dit que c'est les bons ourdis. Et là, c'est un peu pareil, c'est qu'on va renseigner au logiciel quel élément, on peut en faire vraiment beaucoup d'étiquettes, hein, on peut renseigner plein d'informations dans ce qu'on dessine. On va faire un petit exemple ici. Par exemple, on peut voir que là, dans mes toilettes, j'ai des toilettes suspendues avec un bâti support. Et par exemple, ici, on va aller modifier un attribut, donc une information propre à cette cloison, disant qu'on a une plaque d'habito 13 pour soutenir nos toilettes suspendues. Pardon. OK, donc on vient dans notre élément ici, dans notre cloison de bâti support, et on va retrouver ici, dans le premier onglet, des attributs, les attributs de base. C'est-à-dire que là, c'est assez épuré. On peut très bien aller ici vérifier qu'on a la possibilité de renseigner tout un tas d'attributs. Mais on va faire simple ici, le but c'est que ça reste simple et ludique. Okay, donc on va, par exemple, l'attribut matériau qualité nous permet de renseigner au logiciel quel élément nous avons ici. Et on peut voir qu'on a aussi un attribut grandeur qui permet par la suite de générer un quantitatif sous forme de surface ici. On peut le changer et les mettre linéaires en quantité, etc. Ici, on va s'intéresser à celui-ci. Donc, on va le changer. Je ne veux pas que ce soit une cloison ici. Je veux renseigner sur mon plan que c'est une plaque d'habito 13. Hein, on peut mettre ce qu'on veut. OK. Je valide avec OK. Et ensuite, je vais pouvoir annoter automatiquement ici ma cloison. Je fais un clic droit. Je lui demande ici de l'annoter. Et il me dit bien que j'ai pas à l'écrire. Hein, j'aurais pu faire du texte. Ça marche aussi. Mais là, ça me permet d'automatiser un peu les choses. Je le positionne par exemple ici. Et après, tout simplement, avec les outils d'annotation, je viens chercher une flèche ici pour relier mon annotation à ma cloison. Le fait d'utiliser la flèche fait que si je bouge ici mon annotation, ma légende, cette flèche sera toujours reliée à cette légende. Voilà. Donc on peut le faire comme ça, par exemple. Voilà, pour faire simple, les attributs, c'est ça. Ça permet d'exporter des informations de la maquette. C'est un peu du BIM. Hein. Le BIM passe par les attributs de façon, pour commencer, que ce soit simple ou compliqué. On peut simplifier les choses. Ça permet, on peut le faire aussi avec les pièces. Hein. On peut voir que là, j'ai une annotation automatique pour ma pièce. C'est parce qu'il a récupéré l'attribut ici, désignation de la pièce, où j'ai, on peut voir à l'intérieur, hein, où j'ai renseigné quelle pièce il s'agissait, et puis l'attribut surface habitable dans lequel j'ai renseigné la surface habitable. Ça va me permettre de créer aussi, par exemple, des légendes. Donc, on peut aller chercher ici une légende. Hein, on peut aller chercher une légende soit par défaut, soit qu'on a créé. Après, ça, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Et par exemple, ça va me générer une légende automatique, dynamique, répertoriant les surfaces habitables du niveau dans lequel je me trouve ici. Alors, j'ai même, moi, renseigné les surfaces utiles. Bon, effectivement, ici, on est sur une toute hauteur, donc on a la même valeur pour la surface habitable et pour la surface utile, mais si j'avais eu un dératèlement, il m'aurait différencié les deux. Bon, on ne va pas aller dans le détail ici, sachez que c'est possible. Donc c'est dynamique, hein, si jamais je viens, donc là on va venir masquer les layers pour le coup de ma toiture pour pouvoir travailler plus facilement à l'intérieur, et si je viens par exemple supprimer cette pièce ici, donc on va pouvoir voir que la notation dans mon tableau va se supprimer et mon total va se mettre à jour ici. Donc voilà un des intérêts, en plus de la notation, des attributs ici. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. On peut faire des rapports, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'intérêt à bien renseigner les bonnes étiquettes pour les éléments. Ça marche aussi pour la 2D. Si on veut faire un exé et du coup des réseaux électriques, des réseaux AEP, etc., on peut ici, dans une ligne, hein, une ligne 2D toute bête, venir renseigner les attributs. Ici, on vient dire dans matériaux que cette ligne, c'est un réseau EDF, ok, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Et ensuite, on peut venir annoter cette ligne sur notre exé pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. On peut aussi faire un rapport. Donc, on va faire un petit exemple de rapport. Ici, un rapport de quantité. On va aller chercher dans le dossier. Donc, tous les rapports sont là. Hein. On en a un paquet ici. Le rapport de quantité, donc je vous fais ça un petit peu rapidement, mais on va aller chercher ici un rapport de quantité qui va extraire l'information de cet élément. J'ai bien un réseau EDF qui a une longueur de 1 mètre 970. Voilà. Donc ça me permet d'automatiser cette tâche.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Alors commencer déjà avec les attributs, on va dire, standards dans les éléments, hein. On va les retrouver ici souvent dans les premiers onglets. C'est pareil pour les pièces, hein. Si je vais dans une pièce, le premier onglet me sert ici à renseigner les attributs. Donc essayez de vous familiariser un petit peu avec déjà ces notions de base d'attributs et de voir un petit peu ce que ça vous permet de faire, quoi. Ok, enfin pour finir, on va passer à la différence entre calque et plan. Donc les calques, c'est l'espace de dessin. C'est ici que je vais dessiner. C'est vraiment une feuille de papier calque sur lequel je vais dessiner mon plan ici. On va voir que dans mon action bar, ici, j'ai un dernier onglet. Ça va m'ouvrir ici l'organisation des mises en page. D'accord? Donc c'est vraiment un module, c'est pas un module à part, mais on change d'interface un petit peu. D'accord? On arrive ici sur la page telle qu'elle sera à l'impression ou à l'export PDF. Donc ici c'est déjà paramétré, mais on va aller voir un petit peu comment ça s'organise. C'est un petit peu comme la structure de bâtiment. Déjà, pour ouvrir ma structure de plan, c'est le même onglet ici, d'accord? Et ici, je retrouve un petit peu la même organisation. Donc j'ai un peu les outils ici propres à ma mise en page. Cette fois, je ne vais pas créer plein de niveaux de structure, je vais vraiment créer des dossiers de phase de projet. Par exemple, ici, si je veux en créer un nouveau, d'accord, je viens tout simplement lui demander ici d'insérer. Alors, il appelle ça d'ailleurs un niveau structure. Donc, on retrouve ici un peu le langage de la structure de bâtiment. D'accord? Ce dossier, on peut l'appeler exe, par exemple. Avec une majuscule, c'est mieux. Et ce que j'aimerais, moi, c'est pas qu'il soit au début, mais à la suite de l'APD. Donc, je fais un clic droit, tout comme dans la structure de bâtiment sur mon niveau structure. Je lui demande de couper, qui est le petit ciseau ici, et de le coller après. Cette fois, pas coller sous, mais coller après celui-ci. Et enfin, on va pouvoir assigner des plans et non des calques cette fois, donc vraiment des planches. Pour le coup, elles seront A3 dans ces dossiers. Et pour ce faire, c'est un petit peu la même interface, toujours que la structure du bâtiment. Je viens ouvrir ici la base des plans disponibles dans le plan. On peut voir en allant tout à la fin qu'on a autant de plans qu'on a de calques, 9999. Okay. Et pour les assigner, c'est exactement le même principe. Vous pouvez respecter la logique de 10 en 10 ou de 20 en 20, comme ça vous respectez une logique constante dans le plan et c'est plus facile de la retenir. Par exemple, pour l'exer, on va passer à la planche numéro 21 et on va avoir, je ne sais pas moi, admettons qu'on a 8 planches, ou même 10 planches. Allez hop, on va faire 10 planches, ou 9 planches, ok. Pour le calque, pour le dossier exé, ben, on fait un glisser-déposer de tous ces planches à l'intérieur de notre dossier. Pensez ici effectivement à renommer les choses, hein, comme on l'a fait ici. Donc c'est la même chose, hein, on écrit en face, et après il faut venir le paramétrer. Donc on a de base une page blanche, et on vient paramétrer avec les outils ici. Donc on va repasser un petit peu à ce qu'on a déjà créé. On va aller par exemple sur le rez-de-chaussée de l'avant-projet, où on a rajouté ici un cartouche, hein, très simple et très sobre celui-là, pas forcément très beau, mais ça fonctionne. Vous pouvez faire évidemment le construire en ligne 2D de manière très sobre. Et on va venir tout simplement après repositionner des calques sur lesquels on a dessiné sur notre planche. Donc là, on peut voir que c'est ce que j'ai fait avec, on peut voir sous ma souris que j'ai positionné le calque numéro 42 qui s'appelle élévation rez-de-chaussée. Je vais supprimer ce calque et je vais le réimporter avec mon jeu d'impression APS. Ok, donc pour le supprimer, je clique dessus et je viens d'en supprimer ici. Et pour importer un calque, je viens dans le deuxième onglet ici, qui s'appelle positionner calque. Et la première chose à faire ici, c'est d'aller ouvrir ma structure de bâtiment pour pouvoir aller cocher le ou les calques que je veux importer en mise en page. Donc on va aller chercher ici notre élévation du rez-de-chaussée, on va valider avec OK. Peu importe l'échelle à laquelle j'ai dessiné mon rez-de-chaussée ici, je vais pouvoir gérer une échelle d'édition qui peut être totalement différente de l'échelle de dessin. Bien différencier ces deux types d'échelles. Là, en l'occurrence, je veux bien importer mon rez-de-chaussée à l'échelle 1/50e. Pardon. Par contre, je vais ici lui demander de l'importer selon un jeu d'impression que j'ai créé pour aller plus vite. Et ça, on peut l'automatiser dans un gabarit, encore une fois. Hop, je clique ici pour ouvrir cette interface et je viens ici cliquer sur l'option jeu d'impression. À ce moment-là, j'ai plus qu'à venir choisir quel jeu d'impression je veux pour cette phase de projet. Donc, je prends APS, je valide avec OK, et ensuite je viens positionner mon calque
ici, sur ma page. Et on peut voir que automatiquement, il va m'enlever, me masquer mes cotes. Pour autant, elles seront dessinées. Donc, ça me permet de pouvoir faire pas mal de choses sur mon plan sans trop me prendre la tête. Je ne ferai pas la bêtise, entre guillemets, d'envoyer les plans, mes plans avec tout un tas de cotes. En général, c'est pas forcément ce qu'on veut quand on génère un avant-projet. Voilà, j'ai fini pour ma part. C'est succinct sur chaque sujet, hein, parce qu'il faut qu'on ait le temps d'un peu de parler d'un peu de tout. On fait un peu le tour dans les grandes lignes de toutes les notions de base, je dirais, dans le plan. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour cette présentation et merci à tous Eh pour ben, votre participation. Pour information, nous effectuons un autre webinar le mardi 18 avril à 10 h, donc la semaine prochaine. Et cette fois, il portera sur les outils façade et garde-corps dans le plan. Donc je viens de vous mettre le lien dans le chatter si ce sujet vous intéresse pour que vous puissiez vous y inscrire. Et j'ai également mis le lien menant à tous nos replays. On peut désormais passer aux questions. Donc j'en ai noté quelques-unes. La première est sur la validation des plans de référence, il y a 2 options, cases à valider. À quoi correspondent-elles, s'il te plaît, Vincent? Alors, dans les plans de référence, ici, alors tu peux répéter la question? Ouais, sur Excuse-moi. la validation des plans de faire référence, pas de problème. Il y a 2 options, cases à valider. À quoi correspondent-elles? Sur la validation des Alors, plans de référence. ouais, je pense que la personne fait allusion à ça. Ok, donc ici, c'est si on veut alors déplacer selon l'axe Z les éléments de code de niveau fixe. Donc ça, on a tendance à pas les cocher ici parce qu'on veut pas forcément le faire, hein. On veut garder ce qu'on a créé ici dans le gestionnaire plan de référence. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment quand on le fait ici sur un niveau structure, ce qu'on a vu tout à l'heure, ok, et non pas sur un calque. On va en avoir un troisième ici, c'est-à-dire celui-ci qui nous permet de transférer les informations du modèle plan référence au calque. C'est celui-ci qu'on va, ou pas d'ailleurs, hein, qu'on va transférer ou pas. Les deux autres, on a tendance à ne pas les cocher, hein, parce qu'on ne veut pas forcément interagir sur la cote absolue, c'est vraiment le niveau 0. Donc on ne veut pas forcément interagir dessus parce que ça, c'est déjà paramétré ici, dans notre gestionnaire. On a paramétré ça ici. Donc on ne va pas forcément trop s'en occuper. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, la personne me dit que normalement, ça répond à la question. Ok. Donc super, merci beaucoup. Ensuite, quand on copie un APS, est-ce que Allplan respecte la hiérarchie des calques, espacement des calques? Oui, alors on peut faire un test ici d'ailleurs, hein. En fait, l'intérêt, c'est de ce que je disais avec la numérotation de calque, hein, de garder une logique. C'est aussi pour cette sauvegarde. Par exemple, ici, je vais faire rapidement une sauvegarde de mon avant-projet 1 et je passe à l'avant-projet 2. Donc, ce que je veux ici, c'est copier ce niveau de structure, hein, pour ça que j'ai tout mis dans un niveau de structure d'ailleurs. Je vais le copier. On retrouve un petit peu cette logique de copier-coller, hein. Donc, je vais copier. Alors, si j'arrive à bien le choper, pardon. Tac, tac, tac. Ah, je l'avais tout à l'heure. Bon, je recommence. Voilà, copier ce niveau structure et je vais le coller après, à la suite, quoi. D'accord? Là, il va le copier, mais avant, il va me demander d'assigner des nouveaux numéros de calque, parce qu'il va pas forcément, il va pas pouvoir dupliquer celui-ci sur le 1. On peut faire qu'une seule chose sur le calque numéro 1. Donc, il va falloir assigner un nouveau numéro de calque pour le calque numéro 1. Et là, on va garder cette logique de, là, on n'a pas trop vu sur les informations dérivées, pardon, mais cette logique de 10 en 10, on va avoir la même ici, de 100 en 100. D'accord? On est ici passé sur les centaines en respectant un intervalle de 10 à chaque fois. Et ben là, on va faire pareil, mais avec les millièmes. C'est-à-dire que le calque 1 devient le calque 1001, d'accord? Il me posera la question pour chaque niveau de structure, ici. Le calque 11 devient le calque 1011, le calque 21 devient le calque 1021, etc. Donc, il pose ça pour tous les niveaux de structure. Et ensuite, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Il respecte exactement la même chose et les hauteurs aussi. Il faudra penser juste à renommer. Ici, ce ne sera plus le projet en cours, ce sera juste une sauvegarde, d'accord? Ce sera la sauvegarde de l'avant-projet numéro 1 et le projet en cours ne sera plus l'avant-projet 1, mais l'avant-projet numéro 2. Et ainsi de suite. Avec cette logique de numérotation, on saura que les 1000 sont la première sauvegarde, les 2000 la deuxième sauvegarde, et ainsi de suite.
Et comme ça, on peut voir qu'on va garder, si je réduis toutes les entrées ici, une hiérarchie, un historique, pardon, de toutes mes phases de projet. D'où l'intérêt d'avoir accès à 9999 calques. Au final, ils ne sont pas là pour rien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Eh ben si, je pense bien. Merci beaucoup, Vincent. Ensuite, j'ai est-ce qu'il est possible de travailler en réseau sur un même projet? Alors sur un même projet, alors si je dis pas de bêtises, avec Call Plancher, on peut sur un même projet, mais pas sur un même calque. Par contre, avec Call Plancher, donc c'est une option en plus, hein, et on peut le faire, oui, mais pas sur un même calque. Avec la Ok, version standard dans le plan, vous pouvez pas, par contre. ok. Et peut-on facilement switcher l'affichage des plans de l'un à l'autre? Alors, switcher l'affichage des plans. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ah, il me manque le début, pardon. On peut régler les D'accord. attributs existants slash nouvelle construction et peut-on facilement switcher l'affichage des plans de l'un à l'autre? Je sais pas si c'est plus clair. Alors, tu peux redire? Il y a il y a Excuse-moi. marqué on peut régler, c'est pas grave, les attributs existants slash nouvelle construction. Peut-on facilement Ouais. switcher l'affichage des plans de l'un à l'autre? Ah Si c'est oui, pas clair. je Ah, pour les pense projets de avoir compris. rénovation, je viens d'avoir une précision. Voilà. Pour les projets de D'accord, oui, j'ai rénovation. bien compris. Effectivement, ici, dans la structure de layer, on peut retrouver toute une base de layers propres. Alors, est-ce que je les ai supprimés ici? Enfin, supprimés, retirés de la base. On va les remettre et on va faire un petit peu le tour. Ajouter conception existant. Ok, ajouter. Tac. Toc, toc, toc. Oui, oui, en fait, j'ai bien compris ce que la personne voulait dire. C'est qu'en gros, on va le faire comme ça, on a des layers qui nous permettent de gérer, d'identifier une partie existante, une partie projetée et même une partie démolie. Et dans l'onglet Gros œuvres ici, on a un outil qui nous sert ici à aller chercher, un outil de rénovation, qui nous sert ici à gérer les informations pour l'existant. On peut transformer des éléments, par exemple des éléments existants, en éléments démolis ici. En le faisant, on peut voir à quoi ça ressemble. Il va lire modifier ici les propriétés de format de mon élément, les remplissages de mon élément et aussi les attributs de mon élément. D'accord? Donc, si je lui demande ici de transformer en démoli, alors on va faire par exemple ce mur-là, ok? Il va venir modifier ses propriétés de format ainsi que ses attributs. D'accord? Donc il faut bien sûr renseigner en amont, il faut le paramétrer ça, il faut paramétrer par rapport à ce qu'on veut nous. Donc pardon, hop, ici, il faut bien penser à les paramétrer, parce que c'est quelque chose de standard, qui n'est pas forcément propre à tout le monde, et on demande ici de remplacer les attributs et de venir paramétrer quels attributs on veut pour le démoli, pour l'existant et pour le projeter. Donc ces gestions d'attributs peuvent être automatisées via cet outil pour les projets de rénovation. On peut aussi, il y a plusieurs façons de faire, on peut s'aider de cet outil pour gérer ces gestions d'attributs, on peut aussi se créer des assistants par exemple, c'est ce que j'ai fait, des assistants dans lesquels on va avoir une partie existante, une partie à démolir et une partie projetée selon des propriétés différentes. D'accord? Donc oui, on peut évidemment switcher sans avoir à changer de calque forcément euh, par rapport à ça. Si ça répond à la question, je ne sais pas si c'est Merci. clair. Alors, ça m'a l'air de l'être. Donc, merci beaucoup. Ensuite, il me reste encore quelques questions. Alors, pour les calques, oui, ça a été clair, j'ai eu la réponse. Alors, pour les calques, est-ce qu'on doit suivre les mêmes numéros? Par exemple, vous avez pris le 41 pour les élévations, pardon. Est-ce qu'on peut utiliser le numéro 10, par exemple? Alors, moi, j'ai utilisé le 41 parce que j'ai gardé de la logique de 10 en 10, c'est-à-dire que pour le niveau structure numéro 1, je ne veux pas aller au-delà du calque numéro 11. Numéro 10, pardon. Le numéro 11, lui, sera réservé pour le niveau structure suivant. Et ainsi de suite. Donc, alors, je vais te demander de répéter la question parce que je suis pas sûr Oui. de répondre tout à fait dans les clous. Alors, pour les Est-ce que- calques, est-ce qu'on doit suivre les mêmes numéros? Par exemple, vous avez pris 41 pour les élévations. Est-ce qu'on peut utiliser le numéro 10? Est-ce qu'on peut Alors, on peut utiliser utiliser 10, par exemple?
Oui, on peut utiliser ce qu'on veut, hein. Moi, en fait, ça, c'est ma logique en fonction du projet que j'ai créé, mais sur un autre projet, ça pourra être différent. Et puis ça, c'est selon mon organisation. Il n'y a pas, c'est un exemple d'organisation. Il y a rien de figé, hein. C'est vraiment personnalisable. Après, selon ce que vous faites, il faudra, la chose à faire de toute manière qui ne dérogera pas, c'est de se garder une logique dans les numérotations, c'est-à-dire on se garde tant de calques pour tel niveau de structure et de garder une logique chronologique, c'est-à-dire je ne vais pas passer du 1 au 41 pour revenir au 21 après. Ça, c'est sûr que ça ne serait pas forcément très logique. Par contre, si vous avez, enfin le 10 pour le rez-de-chaussée peut être très bien utilisé pour le rez-de-chaussée, hein, c'est pas le 41 réservé au rez-de-chaussée, mais dans ma organisation actuelle, ça va forcément être comme ça, oui. Ok, merci Vincent. Ensuite, Jack, comment dessiner une ouverture entre des niveaux de structure? Alors, on va pas dessiner d'ouverture entre des niveaux de structure, on va dessiner une ouverture dans un niveau de structure. Ce qui va être entre deux niveaux de structure, ça va être la dalle. Et dans la dalle, on met pas d'ouverture, mais alors si c'est bien la question, non, on va plutôt, c'est ce qu'on a vu. Alors, je vais remontrer mon petit schéma ici. Euh, L'ouverture va être dessinée dans ce niveau de structure. Par exemple, mes ouvertures de rez-de-chaussée, je vais les dessiner dans mon élévation du rez-de-chaussée. Parce que dans la dalle du rez entre deux niveaux, ici, ça sera que pour les dalles, d'accord, les dalles brutes. Et on sait que c'est comme ça. Ça, pour le coup, ça c'est un truc un petit peu propre au plan. Pourquoi? On peut voir ici sur la coupe de principe euh, de base dans le plan, quand on paramètre ses hauteurs, automatiquement, il va nous représenter ici une dalle entre les deux niveaux. Et on voit que pour mes fondations, j'ai beau avoir un espacement de 0 entre le dessus de ma semelle et le bord inférieur de mes murs de soubassement, il va quand même me symboliser une dalle, me disant que, alors j'ai une dalle égale à 0, mais entre deux niveaux de structure, on a une dalle. Par contre, on n'a pas d'ouverture. Sauf si l'ouverture, par ouverture, on entend trémie évidemment dans la dalle, mais une ouverture menuiserie, ça va être vraiment dans un niveau de structure. Ok. Et du coup, j'ai une dernière question. Comment modéliser un volume à partir de la 2D? Alors, on a les outils de conversion. On a les outils de conversion. Quand on dessine de la 2D, on va faire un petit exemple ici. Par exemple, si je dessine avec l'outil de dessin basique, un carré ici, d'accord? J'ai la possibilité d'utiliser mes outils de conversion ici, convertir des éléments, et dans convertir des éléments, je peux convertir de la 2D en 3D ici, d'accord? Il me demande à ce moment-là si je veux réunir tous les éléments en un polygone ou si je veux que ce soit des éléments séparés les uns des autres. Par exemple, ici, je vais les rassembler en un polygone et je vais lui dire, on va du coup le voir apparaître sur la 3D. Pour l'instant, je ne vois rien parce que forcément, sur la vue 3D, je ne vois que les choses 3D, pas les choses 2D. Par contre, si je lui demande de convertir ces lignes 2D, je vais les voir apparaître ici comme étant des lignes 3D. Et ces lignes 3D, après, on peut les retravailler en faisant un volume dans l'ordre chronologique, en appliquant d'abord une surface 3D ici à l'intérieur de mon élément. Alors, on peut s'y mettre une surface, très bien. Et ensuite, en venant l'extruder, tout simplement, lui donnant une hauteur. Et j'obtiens rapidement un volume à partir de la 2D, quoi, de la 2D. Donc, on va dire que pour les choses standards sur la modélisation de la maquette, euh, on va plutôt utiliser des outils d'architecture, hein, gros œuvres, dalles, etc., parce qu'on aura des choses plus précises et plus rapides. Mais là où on va avoir des choses un peu plus spécifiques, forcément, ces outils vont avoir de leurs limites, hein, comme dans la réalité d'ailleurs. Donc, on va pouvoir très bien personnaliser, modéliser des formes qu'on pourra par la suite, encore une fois avec les outils de conversion, venir convertir en éléments d'architecture et qu'on pourra réutiliser sur d'autres projets par la suite grâce aux assistants. Les assistants vont pouvoir enregistrer des éléments avec lesquels on est habitué à travailler. Est-ce que ça répond à la question? Ok. Et j'ai reçu une toute dernière question qui est intéressante. Quelle est la commande équivalente à nettoyer sur AutoCAD pour cacher un dessin? Ah, alors j'ai peut-être mes limites sur AutoCAD. Nettoyer sur AutoCAD pour cacher un dessin. Voilà, c'est ce que je viens de Euh, recevoir. ok, alors je connais pas cette fonction. Je connais pas très bien AutoCAD, hein, désolé. Cacher un dessin. Si on veut cacher un dessin, alors si c'est caché dans le sens masqué, dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire d'utiliser les layers. Si Mm. c'est ça la question, par exemple, si je dessine des lignes ici, si on parle d'AutoCAD, on parle de 2D, donc on va dessiner
une ligne, ok, qu'on va venir ranger, donc ces propriétés, on peut le faire directement ici dans un layer, par exemple, le layer, ouais, pourquoi pas celui-ci, hein, peu importe là, pour l'exemple, ok. Donc, si je passe ma souris dessus, je suis bien dans ce layer-là, et ensuite dans ma palette layer, ici, je la mets à jour, hein, je vais retrouver du coup mon nouveau layer, je viens ici masquer ce layer, et ça masque, donc ça vient cacher mon élément de dessin, si c'est ça la question. Donc c'est encore une fois une des utilisations des layers, quoi. Ok, oui, ça a répondu à la question. Bon, bah, merci beaucoup, Ok. Vincent. Et bah de Merci à rien. tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinar et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bah, merci Sarah, alors merci tout le monde.